Depuis la guerre en Ukraine démarrée en 2014, qui s'est intensifiée avec l'invasion russe de 2022, les Européens se sont rappelés que la guerre, ce n'était pas qu'à la télévision. Ainsi, un sujet qui ne faisait pas parler de lui, il y a encore 3 ans, est devenu l'un des sujets importants de ces Européennes. Je veux parler des sujets militaires. Et aujourd'hui, pour en parler, je suis avec le général Jean-Fred Berger. Bonjour mon général. Bonjour David. Alors, est-ce que tu pourrais, pour commencer, juste te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas et qui te découvriraient au travers de cet enregistrement? Voilà, alors je suis un général en deuxième section, c'est-à-dire à la retraite. Je suis engagé dans des églises protestantes, hein, dans la fédération protestante, etc. Je suis par exemple président de la commission des aumôniers militaires, de l'aumônerie militaire, et puis également coprésident de la commission de l'aumônerie des Jeux olympiques et paralympiques, qui est une aumônerie éphémère qui s'arrêtera après les JO, fin septembre. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'OTAN, que tu connais bien pour y avoir, travaillé, de l'armée européenne et de diplomatie. Pour préparer notre discussion, je me suis tourné vers les propositions des listes candidates et ces propositions, on pourrait les classer en 4 catégories, en 4 axes différents. J'aimerais les aborder un par un avec toi. Certains proposent, par exemple, de rester dans l'OTAN, mais avec une défense européenne intégrée, c'est-à-dire, une armée européenne. Que penser de cette idée de création d'une armée européenne? Alors, c'est un grand sujet, immense sujet qui commence dès après la victoire sur l'Allemagne de 1945. Il faut se souvenir que dès 1947, il y a un traité d'alliance franco-britannique parce qu'on craint un réarmement d'Allemagne et simultanément, il y a la montée de la guerre froide qui aboutit à la création de l'OTAN en 1949 avec un traité de Washington qui est une alliance transatlantique unissant en gros les États-Unis, le Canada et les pays de l'Europe occidentale face à la menace d'une invasion par l'Union soviétique du reste de l'Europe qui n'était pas encore sous le rideau de fer. Voilà. Donc, on peut se dire aujourd'hui, est-ce qu'on a encore besoin de l'OTAN? Est-ce qu'une défense européenne ne suffirait pas? Alors, depuis le début, il y a eu la volonté d'une défense européenne. Elle a même précédé la construction de l'Europe économique, puisque chronologiquement, il y a des dates, hein, on peut les retrouver très facilement. La défense européenne, en 1948, il y a déjà une union qui s'appelle l'Union occidentale, avec un projet de défense, une clause de défense mutuelle, et qui était uniquement occidentale, pays d'Europe de l'Ouest. Et puis, comme il y a eu la montée de la guerre froide, la guerre de Corée, etc., et l'échec de ce qui s'est appelé la communauté européenne de défense par la faute de la France. Il faut savoir quand même que c'est la France qui, dans un vote, a refusé, par un vote de l'Assemblée nationale, a refusé de ratifier la communauté européenne de défense. Et à ce moment-là, il n'est resté plus que l'OTAN. L'OTAN qui a pris sa place et qui maintenant existe depuis 72 ans, Mmh. 75 ans même. Donc c'est 49, on est en 2024, 75 ans. Et donc l'OTAN a une place très importante. Elle compte aujourd'hui 32 pays. L'OTAN a accueilli en 2024 et en 2023 la Suède et la Finlande qui ont rejoint l'OTAN, qui sont les deux derniers pays qui sont rentrés, qui avant étaient des pays neutres, qui ne voulaient surtout pas être dans l'OTAN. Et c'est à cause de justement de cette menace russe à leurs frontières qu'ils ont demandé à rejoindre l'OTAN et que les pays membres de l'OTAN ont ratifié, ont accepté cette entrée. Et donc aujourd'hui, on peut se dire, est-ce que une défense européenne? Ben oui, la défense européenne, je suis totalement pour. Il faut une défense européenne. Il faut un pilier européen dans l'OTAN. Si on voulait aujourd'hui créer une armée européenne, il faut 10 à 15 ans, 20 ans. Il faudrait, si on voulait se passer de l'appui américain, de la participation américaine, il faut 10, 15, 20 ans avant d'être prêt. Il Mmh. faut aussi des efforts de défense très importants, des efforts budgétaires colossaux. Il faudrait qu'on passe en France, certainement, là on est aux environs de 2% du produit intérieur brut chaque année consacré à la défense, les dépenses de défense. Il faudrait sans doute passer à 4 ou 5%, et tous les pays de même. Parce que la puissance économique américaine, qui est le premier
qui est le pays le plus riche au monde, eh bien, ils ont un budget de défense qui approche les 800 milliards de dollars par an, quand nous, la France, on est souvent très longtemps resté à 30 milliards d'euros, en dessous des 30 milliards. Donc, Hmm. il faut se rendre compte qu'il y a un rapport économique, il y a des conditions économiques, industrielles, et puis aussi il y a la volonté des pays. Quand je dis qu'il n'y a pas de défense européenne véritable, l'Europe actuellement, elle est capable de mettre sur pied 5000 hommes. 5000 hommes. C'est le volume que l'Europe est en mesure de projeter en quelques semaines dans un état de préparation suffisant pour pouvoir affronter une crise quelque part. 5000 hommes. L'OTAN, les plans actuels de défense de l'OTAN, c'est plusieurs millions d'hommes. Plusieurs millions d'hommes. Mhm. Et s'il y a une crise majeure en Europe de l'Est, en Europe centrale, face à un pays agressif et aux velléités impérialistes, incontestablement, les forces de réaction rapide de l'OTAN, c'est plusieurs centaines de milliers d'hommes en un mois. Plusieurs Mhm. centaines de milliers d'hommes. Voilà. Donc, il n'y a pas, il faut regarder les choses en face. L'Europe de la défense est encore une, je dirais de manière un peu triviale, une sorte de baraque à frites comparée à une énorme usine qui produit des normes, qui produit des entraînements gigantesques avec des centaines, des dizaines de milliers d'hommes simultanément qui s'entraînent, tous les pays qui sont simultanément en train de s'entraîner, de, de, de se préparer au fameux article 5, puisque il faut rappeler que l'OTAN est une alliance défensive et que par son article 5 du traité de Washington, une attaque contre l'un des membres, l'un des pays membres, eh bien, signifie que tous les pays membres viennent la défendre. Voilà. Mhm. Donc, honnêtement, moi, je dis, à ce jour, la défense européenne est encore un embryon et ce qu'il faut viser, c'est une autonomie stratégique de l'Europe pour que dans certaines situations, nous puissions nous passer du parapluie américain, de la puissance stratégique, c'est-à-dire les transports, les munitions, etc. Et puis enfin, il faudrait que tous les pays européens le veuillent. Or, Mhm. ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le Ouais. cas. Le pays le plus allant sur la défense européenne, c'est la France. Ce qui est étonnant quand on pense que c'est nous qui avions refusé le traité de la communauté européenne de défense qui nous aurait assuré donc c'est un vote qui a eu lieu en 1954 et on aurait eu un pilier européen dès 1954. Mhm. Il y a d'autres listes qui proposent donc de rester dans l'OTAN, mais de réduire la dépendance militaire aux États-Unis. Est-ce que ça voudrait dire, j'imagine que la façon de le faire, c'est de nouveau sortir du commandement intégré, comme le général de Gaulle l'avait décidé en 66? Non, moi je ne pense pas que ce soit réaliste non plus. Si le président Sarkozy a décidé de réintégrer le commandement militaire de l'OTAN, dont le général de Gaulle avait fait sortir la France en 1966, c'est parce que les conditions internationales le permettent ou même l'exigent. En effet, lorsqu'il y a une opération quelque part, une opération, une intervention de l'OTAN, ben, la France n'avait que, je dirais, des représentations qui étaient quasiment à l'extérieur, au même titre que certains pays neutres qui sont aux portes de l'OTAN. Et donc, dans la préparation, bien sûr, nous y étions associés dans les discussions au niveau politique, hein, au niveau de toutes les conférences réunissant les pays membres de l'Alliance, mais sur le plan militaire, nous n'étions pas aux affaires. Là maintenant, la France a réintégré le commandement intégré et on peut considérer qu'à peu près dans tous les rouages du commandement intégré, nous avons des Français, des militaires français. Moi-même, j'y ai passé pas mal d'années. J'y ai fait dans l'OTAN, j'ai dû passer comme général 7 ans. Donc, je sais de quoi je parle. Et il y a une capacité de peser pour la France qui n'est pas mineure. Hein. Mhm. La France est un des principaux pays de l'Alliance Atlantique, d'autant plus que nous avons un siège au Conseil de sécurité de l'ONU
et que nous sommes la seule puissance européenne à disposer de l'arme nucléaire. La Mhm. Grande-Bretagne ayant quitté, avec le Brexit, ayant quitté l'Union européenne. Donc la France pèse et je peux vraiment rassurer tous nos auditeurs que la, la, participation française dans l'OTAN nous permet de savoir ce qui se passe, ce qui se prépare et de peser sur des décisions auxquelles nous ne prenions pas part à tous les échelons. Voilà. Mhm. Très bien. D'autres listes encore proposent donc, eux, par contre, de sortir de cette alliance militaire otanienne et donc vraiment de tout focaliser sur une armée européenne, indépendante de l'OTAN. Qu'en Oui, pensez? c'est un très beau vœu pieux, je dirais, qui consiste à imaginer que nous pourrions, avec nos armées, au pied levé, nous défendre. On le sait très bien, la plupart des pays de l'OTAN ont voulu profiter depuis la fin de l'Union soviétique, c'est-à-dire l'effondrement de l'Union soviétique, c'est 1991. Hein. En décembre 91, c'est la dissolution de l'Union soviétique. Eh bien, depuis 91, la plupart des pays européens ont voulu engranger ce qu'on a appelé les dividendes de la paix. Et donc, le résultat est que des pays européens qui avaient des armées composées de soldats appelés, avec une conscription, avec des réserves très importantes, en particulier la France. Hein. La France comptait, rien que pour l'armée de terre, au moment de la chute du mur de Berlin, elle comptait pas loin de 290 000 ou 300 000 soldats pour l'armée de terre, avec une capacité de mobilisation de plusieurs millions de soldats. Là, aujourd'hui, l'armée de terre, c'est moins de 100 000 hommes, et la capacité de mobilisation, c'est peut-être 30 000 hommes. Il faut considérer que l'armée israélienne était capable de mobiliser 300 000 soldats, l'armée française, actuellement, c'est 30 000, 40 000 réservistes. C'est tout. En Mhm. équipement, en unité, etc. C'est absolument rien. Les impasses ont été faites dans la plupart des armées européennes. Il y a des armées qui ont renoncé à posséder des chars, qui n'ont plus de chars, qui ont une artillerie absolument ridicule de quelques dizaines de canons. La France, dont on nous parle tout le temps pour les canons César, possède environ 70 canons. Il faut considérer que l'armée russe, sur la frontière ukrainienne ou sur le front ukrainien, a peut-être aligné 2500 ou 3000 canons aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc nous pourrions tenir environ 10 à 15 kilomètres de front s'il fallait projeter toute l'armée française en Ukraine, par exemple. Mhm. Donc il Ouais. faut considérer que mis bout à bout, la mosaïque, le puzzle de toutes les petites armées européennes qui ne sont absolument pas interopérables sans les Américains, interopérables, c'est-à-dire qu'elles peuvent ensemble concourir à obtenir un effet majeur contre un ennemi. Interopérables, c'est-à-dire qu'il y a différentes unités de différents pays, et parce qu'elles sont entraînées par l'OTAN et qu'elles bénéficient également je dirais, de, de la puissance stratégique, notamment le transport stratégique, ce qui permet d'amener des milliers de véhicules blindés, de canons, des centaines de milliers de tonnes de munitions, etc., et de la protection aérienne, anti-aérienne, etc., apportée par les États-Unis, nous serions exposés, mais de manière ridicule, absolument Mhm. ridicule. Nous serions comme un petit pays exposé face à la puissance russe, parce que les Russes, depuis 10 ans, je dirais, on l'a vu à partir même de 2008, hein, donc ça fait 16 ans que la Russie de Poutine réarme massivement. Mhm. Euh, Avant de passer au dernier axe que certains proposent, ça me fait penser à cette phrase de Georges Clemenceau qui disait qu'un pays qui ne veut pas avoir d'armée est condamné à avoir celle des autres. Ouais. Eh bien, force est de constater que les Français et les Européens ne voulaient plus d'armée. Oui, alors je ne pense pas que la France ait décidé de ne plus avoir d'armée. Elle a choisi l'armée professionnelle, une armée professionnalisée qui est d'excellente qualité. Hein. Moi, je peux vraiment le dire, j'ai 39 ans, 39 années de service dans l'armée française, hein, de service actif. C'est une armée remarquable. Son problème, c'est qu'elle est échantillonnaire. On a gardé des capacités, à peu près la gamme complète de toutes les capacités, allant du nucléaire aux unités des forces spéciales, unités commando, etc., etc. On a tout.
sauf en dimension extrêmement faible. Et donc, la France n'a pas renoncé à avoir une armée. La France n'a jamais renoncé. Il y a eu des lois de programmation militaire, etc. Et les pays européens non plus. Ils ont conservé des capacités absolument minimales. Mais c'est vrai que si on n'est pas capable de se défendre, on court le risque qu'un jour, on ait sur son sol une armée étrangère. Et c'est vrai que général de Gaulle, moi je dois dire, je trouve que le geste du général de Gaulle en 1966, en remerciant les Américains, a manifesté le désir de souveraineté française. C'est-à-dire qu'on avait sur notre sol moi je dirais au moins 100 000 soldats américains avec des armes nucléaires stationnées sur notre sol et nous ne savions pas, nous n'avions pas la clé pour l'utilisation de ces armes. Mhm. Ce que craignait le général de Gaulle, c'est que les États-Unis décident, malgré nous, quelque chose. Et donc, le général de Gaulle souhaitait manifester la souveraineté de la France. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Les États-Unis sont plutôt dans une phase de rétractation, comme il y en a eu pendant toute l'histoire du XXe siècle. Et on a observé que quand il y avait une forme de neutralisme ou je dirais, de retrait américain, eh bien, on a eu quelques années après une guerre mondiale. Et donc, il a fallu un retour des États-Unis pour la Première Guerre mondiale et pour la Deuxième Guerre mondiale qui ont permis de libérer l'Europe. Donc, c'est un grand sujet. Moi, je pense que on a besoin encore aujourd'hui des Américains. Les Américains avec, je dirais, le challenge que les États-Unis connaissent face à la Chine, ont tendance à se désintéresser de l'Europe. Et finalement, Poutine, maladroitement, a réattiré les Américains sur le sol européen, alors qu'ils étaient en train de basculer leur effort vers le Pacifique. Mhm. Alors, dernier axe, d'autres encore proposent de simplement revenir à une défense propre, sortir de l'OTAN, partant du principe que nos voisins directs ne nous volant aucun mal, les guerres éloignées de choc de deux empires qui sont l'empire américain et l'empire russe ne nous regardent en fait pas, et que nous positionner sur le côté et avec une position d'arbitre serait plus favorable pour un pays comme la France. Alors, pourquoi pas, c'est une idée qui est à creuser, mais à mon avis, elle n'est pas non plus réaliste quand on considère ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, etc. Il y a des pays qui ne désirent qu'une chose, c'est nous évincer du Pacifique. Des pays comme la Chine ou même la Russie qui, par son allié de l'Azerbaïdjan, a soutenu des menées indépendantistes et sans doute violentes des Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Et on se demande pourquoi l'Azerbaïdjan reçoit des leaders kanaks sur son sol, pourquoi entretient des relations directes avec eux. Et donc, incontestablement, la France n'est pas uniquement l'Hexagone. La France est un grand pays. La France est un pays qui a un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire qu'on a un droit de veto sur les grandes affaires du monde. Si on s'isole de l'OTAN, eh bien, je dirais qu'on s'isole d'une grande partie des grands dossiers qui risquent de se produire. Il n'y a pas seulement la question de la Russie, il y a le réveil des grands empires, la Chine, vous avez l'Empire perse, l'Iran, avec l'accession à l'arme nucléaire, avec toutes les menaces que ça représente. Vous avez également les velléités de restaurer un empire ottoman avec Erdogan. Et Poutine, donc, qui ne regarde pas seulement l'Ukraine, mais tous les pays qui sont russophones ou qui ont des minorités russophones, etc. Et donc, se replier sur notre sol hexagone et nous exposer à peser moins lourd dans les affaires du monde. Or, la France est c'est le pays qui a le troisième réseau diplomatique dans le monde. On a 160 ambassades. Les États-Unis, à ma connaissance, en ont 168. La Chine, 164. La France pèse dans le monde aussi grâce à son réseau diplomatique. Et Hmm. donc, s'isoler, se couper de nos alliés naturels que sont les Européens. Et deuxièmement, de nos alliés historiques qu'est le monde nord-américain, nous expose au plus grand danger dans un monde, dans un temps de grande rupture stratégique.
je pense qu'on va vers des tensions internationales très fortes, et on le voit déjà avec ce qui se passe en Ukraine. Mais il peut y en avoir d'autres, notamment dans le Pacifique face à la Chine, et puis en Méditerranée. Mmh. C'est une bonne, transition pour moi je souhaitais justement parler de diplomatie parce que, on a par exemple Bismarck qui a dit que la diplomatie sans les armes, c'est comme la musique sans instrument. Oui, Jusqu'à c'est vrai. présent, on a parlé des armes, mais il faut absolument parler de la diplomatie car si nous optons pour une armée européenne, il lui faudra bien un chef d'orchestre. En définitive, la création d'une armée européenne ira de pair avec la création d'une réelle diplomatie européenne, car la citation de Bismarck, elle fonctionne dans les 2 sens. Ouais. Alors, tout d'abord, je réponds sur le concept d'armée européenne. Non, il n'y a pas d'armée européenne. Chaque armée est nationale parce que des soldats sont prêts à mourir pour leur pays pour l'instant et pas pour le drapeau européen ou pour Ursula von der Leyen, etc. Il faut bien se rendre compte, le soldat, quand il est dans sa tranchée ou quand il est dans son char ou dans son sous-marin, eh bien, il dépend de tout ce que représente son pays, son histoire familiale, son village, plus toutes les institutions de son pays. Pour nous, la République française, le président de la République, chef des armées, les députés, etc. Donc, on ne peut absolument pas parler d'armée européenne à ce stade. On peut parler de défense européenne. Voilà. Alors ensuite, sur la diplomatie, ben, c'est évident que l'Europe, l'Union européenne, je dirais, est un nain géopolitique pour l'instant. Est un nain géopolitique. On est la troisième puissance économique mondiale. Hein. On représente aussi 440 millions d'habitants, l'Union européenne, hein, ce n'est pas rien. On en était à 500 millions du temps lorsque la Grande-Bretagne était encore membre de l'Union européenne. On est 440 millions d'habitants, on pèse lourd dans le monde sur le plan économique, mais par contre sur le plan géopolitique, sur le plan militaire, sur le plan, je dirais, on le voit, hein, pour régler des grands conflits comme ce qui se passe entre Israël et le Hamas, Gaza, etc. L'Union européenne est assez absente, enfin est assez silencieuse, on n'entend pas vraiment. Et puis, je dirais, il y a un besoin d'Europe, c'est évident. Hein, on est 27 pays avec toute une histoire, avec des valeurs communes, et incontestablement, il y a une complémentarité nécessaire entre l'Union européenne et l'OTAN, qui existe hein, d'ailleurs, hein, puisque depuis le sommet de Prague de 2002, eh bien, il y a des outils de travail en commun, etc. Mais incontestablement, la politique de défense, de sécurité et de défense commune, la fameuse PSDC, ben, elle est insuffisamment active il ne suffit pas de prendre la parole dans les médias pour dire qu'il faut plus d'Europe, etc. Il me semble que le général de Gaulle disait l'Europe, l'Europe, il ne suffit pas de sauter comme un cabri. Donc, il est incontestablement nécessaire qu'il y ait une structure européenne dans l'OTAN, mais également qui pèse. Mais la diplomatie, elle est d'abord du ressort des nations. Par Mmh. exemple, nous, nos intérêts en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, etc., ou en Guyane, ne sont pas les mêmes, par exemple, pour des pays, pour les pays baltes. Donc, il y a un certain nombre de choses. Les pays baltes, on en est très proche face à la Russie. Mais est-ce que les pays baltes sont intéressés, par exemple, par ce qui se passe en Guyane avec les orpailleurs, etc., ou avec ce qui se passe à la Réunion, à la Martinique, etc. Mmh. Alors il va falloir que je te pose une question que j'aurais dû te poser au début, mais parce que je ne faisais pas la différence. Je crois qu'il y a un flou entre, la différence entre une armée européenne et une défense européenne. Parce qu'en fait, au début, je t'ai parlé de listes qui proposent une armée européenne et tu as semblé favorable et finalement en fin de discussion, je me rends compte qu'on ne s'est pas forcément entendu sur les termes. Quelle différence fais-tu entre une armée européenne et une défense européenne? Alors, je peux parler d'expérience parce que j'ai participé pendant 4 ans, j'ai été 4 ans à Strasbourg dans ce qui s'appelle l'Eurocorps, l'état-major du corps européen. Et donc, c'était vraiment un embryon de défense européenne qui existe toujours. C'est un état-major, l'Eurocorps, qui compte plusieurs pays, il me semble 6 ou 7 maintenant aujourd'hui. À l'époque, les généraux qui commandaient l'Eurocorps, qui pouvaient avoir une capacité importante d'entraînement, etc. Les généraux étaient alternativement allemands, français, espagnols, belges. Voilà, un tour de rôle. Mmh. Chacun commandant pendant 2 années.
Et j'ai vu ce que c'est remarquable. On arrive à travailler ensemble. J'avais sous mes ordres un lieutenant-colonel allemand, etc. Et j'avais au-dessus de moi un colonel belge, etc. Mais on ne peut pas parler d'armée européenne. C'était une unité euh, qui pratiquait, je dirais, l'intégration à son sein au plus bas échelon. Mais ensuite, lorsqu'on se tourne vers les unités de combat, eh bien, on avait des unités allemandes, françaises, belges, espagnoles, luxembourgeoises, etc. C'est pas du tout pareil, parce que l'unité de combat, déjà, il y a la langue. Ensuite, il y a les équipements. Les équipements, on a une manière de les utiliser qui peut être complètement différente d'un pays à un autre. Malgré et ce qui sert énormément pour l'entraînement de ces embryons de défense européenne, c'est le fait qu'elle s'entraîne aussi sous le chapeau de l'OTAN, avec des normes, ce qu'on appelle les STANAG, c'est-à-dire des standards d'entraînement, d'équipement, de langage, etc. Et donc, je dirais, l'armée européenne, pour l'instant, on n'en est pas là. On n'en est vraiment pas là. La défense européenne, par contre, c'est indispensable. C'est-à-dire que les Européens doivent prendre en charge davantage leur destin et puis doivent le maîtriser en s'appuyant, évidemment, encore avec nos amis et alliés américains, canadiens, mais ça ne veut pas dire du tout qu'aujourd'hui, une armée européenne est quelque chose de plausible et de faisable sans un horizon de 15-20 ans de préparation, etc. Et puis surtout de volonté des États. Du coup, on pourrait mettre sur le même plan les listes qui proposent une armée européenne et celles qui proposent de revenir aux armées nationales. Oui, exactement. Pour moi, c'est irréaliste. On ne peut pas rester dans le statu quo. Le statu quo n'est pas satisfaisant parce qu'on voit que la puissance américaine a tendance à basculer vers le Pacifique et les périls en Méditerranée face au Golfe Persique avec l'Iran ou face à la Russie eh bien, nécessite que nous prenions notre part du fardeau pour nous préserver d'une décision américaine de ne pas s'engager dans notre défense. Hmm. Le président, le président Trump, lorsqu'il était président américain jusqu'à l'arrivée de Biden, du président Biden, hein, il a vraiment été, il y a des risques avec un Trump, une élection éventuelle de Trump, que l'OTAN perde de sa substance si Trump décidait que les États-Unis ne s'engageraient que éventuellement si leurs intérêts étaient considérés comme vitaux, etc. Or, pour l'instant, dans le cadre de l'OTAN, l'article 5, si un pays balte est attaqué, tout l'OTAN vient au secours de ce pays balte. Hmm. Et pour finir sur la diplomatie, on voit que la diplomatie européenne prend de plus en plus de place si on part et qu'on met en place une vraie diplomatie européenne. Est-ce que la France sera toujours légitime pour avoir son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies? La logique à ce moment-là serait de céder cette place à l'Union européenne, non? Alors, il y a eu plusieurs présidents de la République qui ont évoqué un partage de cette place au Conseil de sécurité et de la transformer. Or, l'Union européenne est une organisation, ce n'est pas un pays. Et l'ONU ne compte que des nations. Donc déjà, ce siège, il est attribué à un pays. Deuxièmement, je dirais, c'est un risque important parce que le fait que la France peut lever la main et dire je m'oppose ou au contraire je vote, c'est quelque chose qui se fait en quelques heures grâce à la diplomatie française. Les représentants français à l'ONU sont directement en lien avec le ministre des Affaires étrangères, son ministère, et le président de la République, et peuvent participer directement. De même pour l'arme nucléaire. On parle d'un partage de l'arme nucléaire, mais ce n'est pas un partage de l'arme nucléaire qui peut être envisagé, c'est inenvisageable. Les Américains n'ont jamais lâché la main sur les armes nucléaires américaines disposées en Europe. Il y a un certain nombre de pays européens qui ont sur leur sol des armes nucléaires. Je pense à Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Italie. Eh bien, ce sont les Américains qui ont la clé. Et donc, en aucun cas, on ne peut partager des armes nucléaires françaises avec des pays qui, au dernier moment, pourraient dire non, on n'est pas d'accord,
à ce moment-là, quelle est la parole de la France si la France commence à lever la voix et dire attention, nous commençons à préparer nos armes. Mmh. Euh, Votre attitude, vos menaces, etc., font que la France monte d'un cran dans ce qui s'appelle la grammaire, ce que j'appellerais la grammaire nucléaire, c'est-à-dire de commencer à utiliser un certain nombre de dispositifs qui signifient à un adversaire éventuel qu'il ne faut pas qu'il aille plus loin. Alors, justement, tu as dit que l'Union européenne n'est pas un État. Aujourd'hui, la présidente de la commission, c'est Ursula von der Leyen. Mais celui qui est pressenti pour prendre sa place, je ne parle pas au TF1 de 20 h, mais dans les coulisses, c'est Mario Draghi. Et Mario Draghi l'a déclaré que l'Union européenne est à un tournant critique de son histoire. Il est désormais nécessaire qu'elle s'unisse pour devenir un État. Donc, dans cette perspective-là, le prochain président de la Commission européenne désire que nous devenions un État, donc que l'UE puisse prendre la place de la France à l'OTAN peut-être aussi, mais en tout cas aux Nations Unies. Oui. Alors là, franchement, je n'y crois pas non plus. Les discours des hommes politiques n'engagent souvent qu'eux-mêmes. Je ne vois pas que l'Union européenne devienne un État en tant que tel. On ne va pas devenir un État comme les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas réaliste. Il y a suffisamment de montées actuellement de critiques contre l'Europe avec tout ce qu'elle représente, toute la, je dirais, les besoins, les appels à la souveraineté de très nombreux pays, avec la montée de partis extrêmement anti-européens ou en tout cas avec je dirais, des attitudes ou des positions très fermes contre tout ce qui est un fédéralisme européen, je ne le vois pas du tout. C'est absolument pas réaliste. Et ce ne sont pas les États eux-mêmes qui vont décider, les États qui composent l'Union européenne, les 27, de le décider comme tel. Il faudrait que les nations y adhèrent. Or, je ne le vois pas du tout actuellement. D'accord. On a cependant 2 listes qui le proposent, 2 listes fédéralistes qui le proposent et 2 autres listes qui, poussant à plus d'intégration, vont aussi dans ce sens. Donc il y a aussi une volonté politique de certaines listes, de certains candidats et donc de certains hommes politiques français. Oui, bien sûr, il y a toujours eu je dirais, il y a un rêve, hein. L'Europe, c'est une forme de rêve, hein. C'est une nostalgie de valeurs communes, c'est une nostalgie, c'est un rêve d'un horizon commun, etc. Sauf que les intérêts des nations peuvent être différents, les cultures, les histoires, on le voit bien, la façon dont la Hongrie aujourd'hui considère Poutine et l'agression russe sur l'Ukraine n'est pas du tout la même que la façon dont les pays baltes regardent la Russie, qui est très voisine, hein, sur le territoire de Königsberg, enfin de Kaliningrad, etc. Donc la géographie dicte la politique des États, Mmh. la Très bien. géographie et l'histoire. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Fred, pour tous ces éclairages. Pour ceux qui découvriraient cette chaîne, à ce moment-là, vous pouvez retrouver en dessous de cette vidéo, un lien vers un document qui vous présentera l'ensemble des 38 listes, parce que faire le choix entre 38 listes, c'est pas facile. Alors, on a pris le temps de les classer entre celles qui, justement, veulent plus de fédéralisme, celles qui veulent plus d'intégration dans l'Union européenne, celles qui souhaitent, qui sont contentes du statu quo, qui souhaiteraient rester comme elles fonctionnent actuellement, celles qui voudraient la réformer sans en changer, et puis ceux qui veulent en sortir. Ensuite, on a mis aussi les révolutionnaires qui sont dans un autre projet, et puis pour finir, les quelques listes qui sont candidates pour un projet plus qu'un autre, et pas forcément un projet bien global, bien européen, qui font acte plus de candidatures pour porter un drapeau qu'autre chose. Ça vous permettra d'y retrouver un peu plus clairement les listes que vous aurez à choisir. Et puis, bien entendu, on les a classées droite, gauche, centriste, pour plus de clarté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, jusqu'à demain 17 h, vous pouvez nous les envoyer par mail. Ensuite, on fera une petite émission pour répondre à toutes vos questions et puis ensuite, on vous laissera, une dernière journée, une dernière émission et puis le choix qui vous appartiendra de choisir quel bulletin vous allez mettre dans l'urne. J'espère que ces émissions vous aident dans cette, tâche et encore merci mon général et à bientôt. À bientôt.